C'est encore une partie invitée du programme du soir entièrement consacrée au Mali que nous allons aborder tout à l'heure avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître. Bonsoir Samuel Niaoui. Vous êtes avocat au barreau du Togo. Le Mali donc, où finalement le coup d'État, il est consommé. Oui, hélas, il est consommé et c'est une atteinte encore portée à l'ordre institutionnel dans un pays où il y a une crise qui a été mal gérée par la classe politique elle-même, parce que en fin de compte, ce n'est pas uniquement le président Ibeka qui est tombé, c'est avec lui aussi une opposition qui a échoué. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez, comme on dit, c'est le troisième larron qui a pris les affaires, qui a pris les rênes, et on ne sait pas encore ce que vont devenir les opposants jusqu'au boutiste qui n'ont rien voulu savoir et qui ont amené par leur entêtement à cette situation qui est malheureuse sur le plan des symboles, mais quelque part elle est devenue le seul exutoire possible parce que quand on est dans l'impasse, il faut à un moment donné trouver un chemin. Dans l'impasse, soit on rebrousse ce chemin, soit pour avancer, il faut se frayer un passage. Et ce passage a été fait en force par une armée qui est restée longtemps spectatrice de la crise politique et du délabrement des institutions. À un moment donné, le Mali est coutumier du fait. Souvenez-vous quand même, on a eu le même scénario sous Moussa Traoré, et c'était un certain ATT qui a donné de la voix et qui a fait cesser la crise. Bon, mais malheureusement, en Afrique, on aimerait avoir beaucoup de ATT, mais il n'y en a pas toujours. Et il suffit pas de porter béret et galon pour s'appeler ATT. Voilà le problème auquel le Mali sera confronté. Mais je ne veux pas faire de procès d'intention à ceux qui se sont emparés du pouvoir, qui étaient finalement à la traîne. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas eu besoin de grand-chose, ils se sont baissés pour le ramasser. Un peu comme l'avait fait Sanogo. Oui, vous pensez que l'opposition malienne est un peu aussi coupable de cette issue qu'on a actuellement? Complètement. Parce que depuis le début, on l'avait dit ici, il y a une semaine, le pouvoir de Ibeka a fait quand même des concessions importantes. Elle a tendu la main, elle a offert des pistes de solutions. Bon, la CEDEAO est venue au chevet d'un pays malade et n'avait pas les recettes adéquates pour amener les protagonistes à trouver la bonne équation pour la sortie de crise. Et puis finalement, voilà ce qu'on a. Alors aujourd'hui, en tout cas, le coup d'État, il a été perpétré par cette junte-là. Pour beaucoup d'observateurs, ce ne sont pas tant les revendications de l'opposition, l'impasse politique qui a poussé les militaires à intervenir, mais c'est plus parce que les militaires eux-mêmes avaient un certain nombre de ressentiments, il y avait beaucoup de frustration en leur sein. Bien entendu. Quand vous avez, disons, la garde qui regarde les généraux et les hauts gradés accumuler des richesses, ne plus s'occuper des affaires militaires, mais plutôt des affaires tout court, et que on voit s'installer une sorte d'impunité dans le haut commandement pour des choses que eux sont obligés d'aller faire, forcément, il y a toujours une perte de confiance. Et quand vous avez des hommes, une troupe qui n'est plus encline à la discipline militaire, ça peut donner ce genre de débordement. Et puis il y a eu comme une sorte de petit changement parce que on se rappelle du coup d'État de 2012, c'était des sous-officiers qui ont fait le coup d'État. Là, on a les officiers supérieurs eux-mêmes. On cite des colonels qui sont dans la junte. Qu'est-ce qu'on peut lire à travers cela? Des colonels majors. Oui, effectivement. Écoutez, cela veut dire que, encore une fois, on en a malheureusement l'habitude en Afrique. À un moment donné, on a toujours l'impression que les coups d'État sont provoqués depuis ces 20 dernières années. Avant, la forme classique du coup d'État, c'est des militaires qui ont un agenda politique et qui viennent vraiment
arracher le pouvoir à des civils qui disent incompétents. Mais ici, non. Ce n'est pas le même profil de militaire qui affleure. Depuis Salou Dibo, on a un précédent qu'il faut toujours différencier. On l'a vu également au Zimbabwe il y a 2 ans. Oui. C'était pas des militaires assoiffés de pouvoir. C'est des militaires qui finalement interviennent comme la seule voie de recours possible et qui agissent en justicier. Vous voyez, là c'est totalement différent parce que au départ, ils n'avaient pas l'intention de venir s'immiscer dans les affaires politiques. Mais parce qu'ils constatent qu'il y a une impasse politique et que les politiques ont échoué et que si on continue, eux vont faire le sale boulot qui consiste à protéger des institutions qui sont décrédibilisées, protéger des hommes qui ne sont plus eux-mêmes légitimés. Donc à partir de ce moment-là, ils sont plus enhardis à venir faire le coup, d'autant plus que maintenant ils le font dans un genre beaucoup plus humain. C'est-à-dire qu'avant, on allait, on dézinguait, on tuait, et c'était toujours un bain de sang. Maintenant, non, ils ne tuent plus personne. Ils prennent les gens, ils les mettent aux arrêts, puis après, ils les libèrent. Ils n'ont pas besoin de leur faire de procès. Et puis finalement, ils justifient leur coup par le fait que eux sont du côté du peuple et on l'aval du peuple. Souvenez-vous quand même, le 14 septembre 2014, non pas le 14 septembre, pardonnez-moi, au Burkina Faso, c'était le 31 octobre 2014. Mais c'était des militaires qui étaient acclamés par la population parce qu'ils venaient au secours d'une population à qui, enfin, contre qui on avait demandé de tirer. Donc, à un moment donné, ils se sont dit non, ce sont nos frères, nos cousins, et ce qu'ils revendiquent est tout à fait légitime. Donc, nous n'allons pas à chaque fois nous cautionner, faire le mauvais boulot pour garder au pouvoir des gens qui n'ont plus de légitimité pour l'être. Vous voyez ? Donc, à partir de ce moment-là, la donne est en train de changer. Ce n'est plus le coup d'État classique. C'est effectivement, oui, c'est le nom qu'il faut lui donner. C'est une irruption, un prurite de la vie politique qui amène au pouvoir des hommes qui ne sont pas destinés à l'être. Mais à un moment donné, il faut savoir que quand, à force de tirer sur la corde, elle se casse. C'est ce qui se passe au Mali. Dans le cas malien, actuellement, faut-il en rire ou en pleurer? Écoutez, c'est toujours triste qu'on en arrive là, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, on marque un recul du modèle démocratique. C'est vrai. Mais quand on dit, en même temps, je veux nuancer tout de suite, quand on dit, oui, au nom de la stabilité des institutions et au nom du présupposé, du postulat de démocratie formelle, il faut laisser faire des gens qui ne savent plus faire et qui ont montré les limites de leurs compétences et que parfois même ils se comportent de façon flagrante comme des délinquants. Quand on pille les ressources de l'État et que personne ne dit rien, personne ne peut rien me dire parce que j'ai tous les leviers du pouvoir pour me protéger. Quand on réclame, dans certains cas, l'impunité pour tout ce qu'on a fait, y compris les crimes économiques qu'on a commis, on veut l'impunité et on vous le donne. Finalement, à un moment donné, le peuple, à force de réclamer de l'équité, de la justice sociale, et qu'on ne l'a pas, et que quand elle le réclame dans la rue, on dit, on envoie les troupes. Mais la troupe, il ne faut pas oublier, ils ont des enfants à l'école dans les conditions difficiles que le peuple est en train de vouloir changer. Ils ont des femmes qui vont à l'hôpital et qui accouchent dans des conditions difficiles. Eux n'ont jamais les moyens de faire évacuer les leurs quand ils sont malades, alors que vous avez ces moyens-là tout le temps. Ce sont eux qui surveillent l'aéroport pour que vos avions puissent partir nuitamment et vous évacuer vers des cieux où on soigne mieux avec l'argent finalement du contribuable. Alors quand ils voient ça, à un moment donné, on peut comprendre aussi que ils décident de venir faire le coup. Et à chaque fois ils disent pas pour garder le pouvoir. Parce qu'il y a un dysfonctionnement, nous venons pour jouer les régulateurs. Vous voyez, quand les militaires jouent les justiciers et les sapeurs-pompiers, à un moment donné, on peut leur donner raison. Mais malheureusement, et l'histoire des coups d'État l'a montré, c'est vrai que les militaires viennent souvent en sauveur, comme on le voit au niveau du Mali. Ils ont créé un comité national pour le salut du peuple, mais ils finissent, au bout de quelques temps, par aussi prendre goût au pouvoir. Et des militaires de carrière qui ne sont pas formés à diriger,
on voit ce que ça donne après aussi. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Bon, vous parlez de ça. Je dis, je ne veux pas leur faire de procès d'intention parce que je ne sais pas trop comment ils veulent s'y prendre, ni avec qui ils vont pouvoir. Vous pensez qu'ils ont une lisibilité de la situation? Parce que là, moi, j'ai écouté leur discours. On ne voit pas clair dans leur jeu. Ils disent qu'ils vont rendre le pouvoir dans un meilleur délai. On ne sait pas ce qu'ils appellent meilleur délai. Oui, mais écoutez, on n'a pas vu la même chose au Soudan il y a à peine 1 an et demi. C'était la même chose. C'est la même situation. À un moment donné, l'armée vient faire la différence. On a vu la même chose en Algérie. Personne n'a dit que c'était un coup d'État. Mais vous voyez, à chaque fois, ils viennent faire une rectification. Et quand la situation devient intenable, il faut que quelqu'un vienne arbitrer, siffler la fin de la récréation, pour citer quelqu'un d'autre. Bon, voyez-vous, l'État doit continuer par exister, le fonctionnement doit continuer par se faire. Et je vois difficilement des militaires dans cette posture-là. En tout cas, ceux qui sont venus... Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Souvenez-vous, au Zimbabwe, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis... C'était les mêmes apparatchiks du pouvoir qui ont continué sans Mugabe. Et ils ont mis Mnangagwa au pouvoir et ils ont tout fait pour que le pouvoir lui échoue par les urnes avec les méthodes que nous connaissons tous, qui sont condamnables pour certains et indéfendables pour d'autres. Mais bon, voyez-vous, et aujourd'hui, écoutez, qui aurait dit en 1992, lorsque ATT a pris le pouvoir, en l'arrachant à Moussa Traoré, que c'était un crime? Qui l'aurait dit à l'époque? Quand on connaît aussi ce qu'était Moussa Traoré, on ne pouvait qu'applaudir ATT. Bon, donc, vous voyez, donc quelque part, ceux qui font le coup aujourd'hui étaient dans les rangs tout jeunes quand ATT a fait son coup. Peut-être qu'ils sont même pas encore rentrés dans l'armée. Ils le sont rentrés en disant, bon, attention, si jamais il y a eu des atteintes graves qui sont portées à l'intégrité nationale et à l'intégrité des institutions, peut-être nous ferons comme ATT. Et ils ont vu Sanogo mettre ATT dehors. Certains d'entre eux sont contents que Sanogo soit emprisonné. Mais ils sont désolés qu'on ne le juge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, si on ne le juge pas, ça veut dire que nous aussi, si on vient faire la même chose, peut-être qu'on ne nous jugera jamais. Peut-être même qu'on ne nous arrêtera pas. Donc ça, c'est la faillite des institutions et des systèmes politiques qui sont mis en place. Et finalement, c'est l'échec des hommes et leur propre défaillance. Les hommes politiques pris ensemble, je dis, opposition comme pouvoir en place, c'est la même chose. Si on avait clairement jugé Sanogo et les siens, on aurait eu une jurisprudence et peut-être que le leçon aurait été tiré. C'est parce que les institutions fonctionnent mal, qu'on ne sait pas régler ces problèmes-là, que finalement on voit l'histoire bégayer. Et c'est malheureux. La situation au Mali intéresse beaucoup la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour discuter de la situation. La CEDEAO, de son côté, annonce de lourdes sanctions. Quand on regarde un peu dans le communiqué qu'a sorti la CEDEAO dans la nuit, au point E, la CEDEAO suspend le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel, décide la fermeture des frontières terrestres, aériennes, ainsi que l'arrêt de tout le flux et transactions économiques. C'était prévisible que la CEDEAO tape du poing sur la table. Bon, écoutez, je ne veux pas faire de mauvais procès à la CEDEAO qui essaye tant bien que mal de jouer les pompiers, elle aussi. Mais est-ce que la CEDEAO a donné de la voix avec autant de force et d'autorité en Guinée actuellement? Or, ce qui se passe en Guinée ressemble exactement à ce qui se passe au Mali. Sauf que ici, c'est les militaires qui le font, et là, c'est le pouvoir en place qui le fait. On ne me dira pas, personne ne ira me convaincre que la façon dont on a, par référendum, un référendum qui est complètement factice, voter le changement de constitution. On se souvient même que des gens ont dénoncé, des avocats ont dénoncé le texte qui a été publié
comme étant non conforme au texte qui a été soumis à référendum. Et rien n'y a fait. On est passé à toute force et on a validé cette constitution pour permettre à M. Alpha Condé de briguer un 3e mandat. C'est pas déjà des violations des modèles institutionnels en place? Pourquoi la CEDEAO n'a pas la même force et la même tonalité quand il s'agit de Alpha Condé? On ne peut pas lui dire que ce qu'il fait est mauvais, simplement? On ne le fait pas. Et on voudrait, parce que ceux-là, ils sont en kaki, leur dire, vous n'avez pas raison. Non. Il faut à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas juger des hommes, il faut juger des comportements. Et si les comportements aboutissent au même résultat, c'est-à-dire finalement la crise des institutions, mais avoir le même ton et la même doctrine. Alors, quand vous l'avez, quand à chaque fois vous faites 2 poids 2 mesures, quand c'est des militaires, c'est inacceptable, et quand c'est des civils qui le font en usant aussi de la force armée pour réprimer uniquement, là c'est légal, et vous dites que c'est la souveraineté des pays et vous n'avez pas à vous en mêler, quand même, à un moment donné, il faut voir quelle est la limite de l'exercice. Ils ont échoué. Alors, il faut qu'ils fassent la même chose. Là, actuellement, il s'agit d'abord de prévenir les crises et pas les attendre complètement mûrir. Et quand ça explose, on vient dire on tape du poing sur la table. Fermeture des frontières, mais ils vont mettre quoi pour empêcher les gens d'aller au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire? Pour empêcher les Maliens de sortir, ils vont faire quoi? Ils vont quadriller les frontières contre les militaires qui sont les militaires maliens? Ce sont généralement les sanctions classiques qui sont... enfin, elles sont inefficaces, elles sont platoniques. Disons-le clairement, elles sont platoniques. Ils vont aller faire quoi? Affronter les militaires maliens qui voudront que les frontières soient ouvertes pour que les gens puissent sortir? Il y a le point G du communiqué qui dit la CEDEAO demande la montée en puissance immédiate de la force en attente de la CEDEAO. Qu'elle la mette en œuvre à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait pour les djihadistes, ils vont le faire pour les militaires qui ont pris le pouvoir? Mais franchement... Non, elle sera quoi? Sa mission sera laquelle? D'être une force d'interposition ou une force pour aller expugner ceux qui sont là et qui ont pris le pouvoir à Koulouba? La situation actuelle, ça montre un peu... Où ils vont aller encercler le camp Kati? Non mais ça montre un peu l'échec de la CEDEAO dans la résolution de conflits? Mais complètement, oui. Elle a de mauvaises solutions. Parce qu'elle pose mal les problèmes, à la base. La difficulté, c'est aussi la souveraineté des États. La quand il s'agit un conglomérat de chefs d'État qui auront beaucoup de mal à dire à l'autre ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, mais donc en fin de compte, c'est le syndicat des chefs d'État. Ce qu'on veut comme préalable, c'est qu'on remette notre ami au pouvoir et après on discute. Mais ils ont dit, votre ami, on le dépose, on l'oblige à démissionner. Et il a démissionné. Bon, alors maintenant vous allez dire, non, pas du tout, nous on ne veut pas reconnaître ça. Mais ne reconnaissez pas, le pays va avancer. Ne reconnaissez pas. Sauf qu'il faudra forcément faire avec la CEDEAO. On est un peu obligé aussi. Écoutez, alors la CEDEAO n'a qu'à exclure le Mali, puis comme ça, on verra si les Maliens vont être complètement orphelins, s'ils vont être désespérés, et que leur affliction sera telle qu'ils ne pourront jamais plus manger, dormir. Non, mais franchement, non. Quand on joue comme ça avec la souveraineté et que elle est à géométrie variable, ça ne va pas. La CEDEAO n'a qu'à avoir une doctrine claire et pouvoir dire aussi à certains régimes ce que vous faites est mauvais quand il y a des scénarios en place qui déstabilisent aussi l'équilibre des institutions et qui aussi sont facteurs de crise sociale et aussi parfois de violence politique. Comme actuellement en Guinée, comme actuellement en Côte d'Ivoire. Elle dit quoi de la Côte d'Ivoire? Elle dit quoi? Elle va dire non, mais c'est la souveraineté du pays, c'est leur constitution, ils l'interprètent comme ils veulent, et quand ça va péter, ils viendront dire on n'est pas d'accord, on tape du poing sur la table. Pour faire quoi? À qui? De quel côté ils seront? Du côté de l'armée qui a pris le parti du peuple, ou du parti du régime qui n'est plus reconnu par l'armée? On va faire comment? Ils vont aller chercher, donc finalement, les putschistes contre les loyalistes. Comment ils vont faire? Ils vont les opposer en armant les uns pour combattre les autres? Franchement, le Mali a tellement de problèmes qui n'ont pas aidé à résoudre. Et maintenant que ça dégénère en crise politique, ils viennent dire que ils mettent les moyens les plus forts pour empêcher quoi?
pour empêcher rien du tout, parce que le pire s'est déjà produit. Alors donc actuellement, c'est vrai que le coup d'État a déjà eu lieu et au niveau de la communauté internationale, on se bat plus pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est possible dans le cas d'espèce. Est-ce que rétablissement de l'ordre constitutionnel rime avec rétablissement de IBK? C'est à eux de le dire. C'est ce qui, pour eux, veut dire rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais là, en ce moment, écoutez, la branche s'est cassée. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas faire comme les enfants en tirant sur un arbre pour le faire grandir. Hein. Non, une nouvelle graine est semée, il faut attendre qu'elle pousse. Parce que là, maintenant, je crois que la messe est dite. Enfin, je ne suis pas en train de faire un pronostic, mais la messe est dite. Je les imagine mal revenir en arrière uniquement sous les oukases de la CEDEAO. Oui. Parce qu'elle est venue plusieurs fois et elle est spectatrice de la crise, en ayant, de façon inavouée, un parti pris. Maintenant qu'elle est elle-même désavouée, vous pensez qu'elle a une autorité sur la junte qui est en train de s'installer? Je rappelais depuis hier que la situation s'est produite dans les émissions que j'anime. C'est un mot du général Béhanzin de la CEDEAO qui disait il y a quelques mois les coups d'État, ça ne sert à rien de les tenter dans l'espace parce que vous ne réussirez pas. Tout au plus, vous conserverez le pouvoir pour 3 mois ou 6 mois. Écoutez, oui, mais allons leur demander. Si ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir pour 6 mois ou pour 10 ans. Ils disent qu'ils veulent une transition qui réorganise des élections. Une autre façon de rétablir un ordre constitutionnel peut être voulu par une partie du peuple malien. Oui. En faisant ça, est-ce que c'est nécessairement contre les intérêts que défend la CEDEAO? Si ce qu'ils veulent, c'est exclusivement, comme solution unique et radicale, le rétablissement du pouvoir de IBK, alors non. Ça ne marchera peut-être pas. Mais s'ils écoutent un tout petit peu ce que dit le peuple par rapport au coup d'État, parce que j'ai entendu certains Maliens parler aujourd'hui, ils ne sont pas si mécontents que de cette issue. Hein. Ouais. Beaucoup de Maliens de la rue ne sont pas du tout mécontents. Il faudrait les écouter aussi un peu. D'accord ? Alors, dans les bureaux climatisés feutrés d'Abuja, on dit beaucoup de choses, mais il faut descendre sur le terrain pour voir aussi ce qui s'y passe. Si ces militaires se transforment en bourreaux, en buteurs et assassinent les gens, forcément, on va hurler, on va leur demander d'arrêter. On va tout faire pour les empêcher de le faire. Mais s'ils se conduisent en hommes d'État, comme, je le dis toujours, comme l'avait fait à son époque ATT, et comme l'a fait aussi en son temps un certain Azali Assoumani aux Comores, alors à ce moment-là, il y a des raisons de penser il y a des coups d'État salutaires en Afrique. Celui de Salou Djibo, personne ne dira que c'était un mauvais coup d'État. Il y en a qui sont des actes crapuleux, il y en a qui sont des actes salutaires faits par des hommes d'État qu'il faut féliciter pour l'avoir fait. Parce que si Salou Djibo n'avait pas fait ce qu'il a fait, Tandia Mamadou, avec son Tazarché et ses amis, aurait forcé la ligne pour qu'il fasse son 3e mandat, avec une crise qui allait traîner en longueur. Depuis, vous avez vu, l'actuel, il va passer la main. Il passe la main en ayant respecté la Constitution, parce qu'il a compris que si je faisais la même chose que mon prédécesseur, peut-être que l'armée viendra encore pour sonner le glas. Voilà. Ça, des militaires comme ça se respecte. Voilà. Mais les militaires maliens, actuellement, doivent aussi s'attendre à batailler dur avec la communauté internationale. Là, il ne s'agit pas que de la CEDEAO, mais bien sûr, l'Union africaine, c'est un combat sur le terrain politique. Il faut qu'ils aient des arguments pour se défendre. Ça va être très difficile pour eux, en tout cas. Mais attendez, c'est difficile de débattre avec quelqu'un qui est borné et qui ne veut pas vous reconnaître et qui vous dénie toute légitimité à lui parler. Dans ce cas, on ne peut pas se parler. Mais il faudrait bien qu'ils écoutent un peu ce que les militaires maliens veulent et qu'ils leur demandent exactement dans quelle modalité ils veulent aboutir au résultat qu'ils recherchent. Et il faudrait aussi, pour cela, entendre ce que dit la rue ou le peuple malien. Et je l'ai dit tout à l'heure, tous les Maliens ne sont pas mécontents. Il ne reste plus qu'à ce qui manifeste pour soutenir le coup. Alors à ce moment-là, la CEDEAO va dire quoi ? C'est ça ce qui se passe. Est-ce que l'avenir... A trop fragilisé nos institutions.
on les met à la merci de ce genre de situation. Voilà. Est-ce que l'avenir malien aujourd'hui paraît serein? Non, malheureusement. On ne peut pas dire que devant un tel scénario, on a des éléments de sérénité. Personne ne peut être serein et regarder ça se passer en disant, bon, ben, tant vaille que vaille, ça va se résoudre. Non, il faut chercher ensemble les solutions avec ceux qui sont là, y compris IBK, hein, et les siens. Je ne dis pas qu'il faut l'exclure. Non, non, il faut rechercher les solutions avec lui. Si la solution, c'est que on organise de nouvelles élections et qu'il assure, lui, une sorte d'intérim, pourquoi pas? Ça peut aussi être débattable. Ça peut être débattable. Mais il n'est plus question, d'après ce que j'ai compris, hein, qu'il finisse son mandat. Oui. Donc, ça peut être, à mon avis, le résultat d'un consensus politique. Mais à condition qu'on veuille bien entendre tous les protagonistes. Voilà. Le problème aussi avec le Mali, c'est que ce qui s'est passé hier, ça s'est déjà passé, mais le Mali n'est pas pour autant sorti de l'ornière. Bien entendu. On a du mal à parier sur le fait que ce qui s'est passé hier est la panacée. Mais personne n'a dit que c'est la panacée. Je dis toujours que c'est la pire des choses, mais à certains moments, et à certains égards, c'est le pis-aller. Parce qu'on était dans une crise qui était inextricable. Alors, à un moment donné, bon, il faut qu'on trouve une solution pour sortir de l'impasse. Et ils ont fait une brèche dans les institutions, dans la Constitution, en disant, non, mais écoutez, nous ne sommes pas en train de revendiquer le pouvoir, nous sommes en train de proposer un agenda qui permette de remettre les cartes, enfin de rebattre les cartes et de remettre les compteurs à zéro afin que nous puissions avancer vers un destin commun qui nous permette de nous réunir et d'aller combattre les djihadistes qui nous assaillent depuis longtemps. Ce sont les militaires qui vont faire le coup. Hein. C'est pas, faut pas compter sur l'armée française ou l'armée de la CEDEAO pour aller affronter les djihadistes. C'est les militaires maliens. Donc quand la base dit, les hommes de troupes disent, non, on ne nous respecte pas, on ne nous permet pas de nous exprimer et de faire proprement le job. Nous sommes sous-équipés, pas respectés par une hiérarchie qui fait des affaires plutôt que de s'occuper de la sécurité des Maliens. À un moment donné, tout ça est dans le panier de revendications. Donc il faudrait les écouter. Dernière question très rapidement, Maître Sousa. Est-ce que le cas malien, ce qui s'est passé au Mali hier, doit faire réfléchir des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée et autres? Oui. Il faut absolument qu'ils en prennent de la graine. Parce que si ça débouche sur cela, en Côte d'Ivoire aussi ça s'est passé. C'est le mal-être des militaires qui a fait que, bon, on a fait un coup d'État à Konabédié. On a vu le résultat. Hein. Après, bon, tous les avatars. Bon, en Guinée, ils ont eu Dadis Camara. Bon, il y a toujours un Dadis Camara caché quelque part. Si vous voyez, si on joue avec le feu, voilà. Maître Sousa, merci. Voilà qui nous conduit à la pause. On passera tout de suite après le journal à Regard Croisé, qui sera également en grande partie consacré au Mali.